En avril 2011, ici même à Nottingham, Jackie Bartlam a été sauvagement assassinée par son propre fils Daniel dans leur maison familiale. Il n'avait que 14 ans. Après avoir tué sa mère à coups de marteau, Daniel met le feu au corps. Ce meurtre, il l'a imaginé 1 millier de fois dans sa tête et en a même fait un scénario. Pendant des mois, il a mûri son projet et planifié son acte. Je travaille avec des enfants depuis plus de 25 ans et au cours de ma carrière, j'ai pénétré dans l'intimité de centaines de familles. Je connais bien la psychologie des adolescents, leur comportement et les difficultés qu'ils posent à leurs parents. Et pour moi, les mots « enfant » et « monstre » ne devraient jamais être associés. Alors comment une personne aussi jeune peut-elle commettre un acte aussi monstrueux ? Et dans cette affaire en particulier, qu'est-ce qui a poussé ce jeune garçon à tuer sa propre mère ? La première fois que j'ai vu Daniel Bartlam sur le banc des accusés au tribunal de Nottingham, j'ai été frappée par son apparence juvénile. Il ne faisait pas ses 14 ans, on lui en donnait à peine 12. J'étais là comme journaliste et j'ai entendu pour la première fois les faits qu'il était accusé d'avoir commis. C'était choquant et vraiment tragique de penser qu'un garçon de cet âge avait été capable d'imaginer un tel plan et de le mettre à exécution. Il était sorti de la maison en se faisant passer pour le héros qui avait sauvé son petit frère et le chien de la famille, alors que sa mère était restée à l'intérieur et avait péri dans l'incendie. En avril 2012, Daniel est condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 16 ans minimum. La presse fait ses gros titres sur le fils du diable. To find out that Daniel planned to kill his own mother and then hear all the details, it is also hard to believe. The most difficult part for us, and something that only Daniel can answer, is why. Durant ma longue carrière, j'ai croisé de nombreuses familles dysfonctionnelles. J'ai vu des enfants être maltraités ou négligés. Et parfois aussi, bien sûr, des adolescents tester les limites parentales. Mais heureusement, il ne m'est jamais arrivé d'avoir peur pour la vie d'un parent que j'aidais. En ce week-end de Pâques, Simon Mathers, le compagnon de Jackie Bartlam, est absent. À son retour, le monde s'écroule sous ses pieds. Racontez-moi. J'avais échangé des textos avec Jackie le matin. C'était le dimanche de Pâques, des messages du genre « ça va ?» Elle disait que Daniel allait sortir avec ses grands-parents. C'était une conversation banale. Le lendemain matin, aux informations, ils ont parlé de l'incendie d'une maison à Arnold, à côté de Nottingham, sans donner plus de précision. C'est tout ce que je savais. 1 heure plus tard, je crois, ils ont cité le nom de la rue dans laquelle l'incendie avait eu lieu. C'était la sienne. Ne me demandez pas comment, je suis incapable de vous le dire, mais immédiatement, j'ai su que c'était sa maison qui avait brûlé. Et j'ai pensé à Daniel. Daniel naît le 11 novembre 1996. Sa mère Jackie et son père Adrian se marient 3 ans après sa naissance. Il grandit dans le joli pavillon d'un quartier résidentiel et fréquente une école privée. Mais après la naissance de son petit frère, le jeune garçon, alors âgé de 9 ans, est confronté à la séparation de ses parents. À partir de ce moment-là, son comportement change radicalement. Le cas de Daniel est intéressant. Habituellement, quand un enfant ou un adolescent commet un crime aussi grave, on s'attend à ce que lui-même ait été victime de négligence ou d'abus. Or, pour lui, ce n'est pas le cas. Son seul traumatisme évident semble être lié au divorce de ses parents. Des parents qui divorcent sont accaparés par leurs propres besoins, besoins financiers, affectifs. Ils cherchent parfois du réconfort auprès d'un nouveau partenaire ou de leurs amis. Ils sont moins disponibles pour leurs enfants. Jackie rencontre Simon un soir de mai 2008. Je n'avais pas spécialement prévu de rencontrer quelqu'un.
J'étais séparé depuis un certain temps maintenant. Mais c'était agréable d'avoir de nouveau quelqu'un dans ma vie. Jackie était quelqu'un qui se souciait des autres. Elle s'intéressait sincèrement aux gens. C'est ce qui m'a séduit chez elle. Le divorce de Jackie a des conséquences sur le train de vie de la famille Bartlam. Daniel est celui qui semble le vivre le plus mal. Il est passé d'un bon établissement privé à l'école publique du quartier, ce qui en soi n'a rien de dramatique. Mais les élèves de sa nouvelle école l'ont sans doute un peu chahuté à ce sujet. Il a peut-être été victime de harcèlement ou de moquerie. Toujours est-il qu'il ne s'est pas fait à sa nouvelle école. Il a appris qu'il allait devoir quitter son école privée pour aller dans le public. C'est à cette période qu'on a commencé à parler d'emménager ensemble. Moi, j'aurais vendu ma maison, elle la leur. Et on en aurait acheté une nouvelle à deux. Mais à ce moment-là, Daniel a commencé à faire des siennes et à créer des problèmes. Qu'est-ce qui vous a empêché de concrétiser ce projet? Pourquoi ce n'est pas arrivé finalement? Disons qu'on a trouvé des maisons qui nous plaisaient, mais aucune ne convenait à Daniel. À Daniel? Oui. Ce n'était pas ma décision, mais celle de Jackie. Que ressentiez-vous? On laissait Daniel dicter sa loi alors qu'on aurait pu choisir nous-mêmes l'endroit où on voulait vivre et le mettre devant le fait accompli. Il s'y serait fait. Jackie lui aurait trouvé une bonne école. Elle ne l'aurait pas mis n'importe où. Comment l'a-t-il convaincu de ne pas sauter le pas? Il répétait constamment qu'il ne voulait pas quitter son école privée. Il disait qu'il détestait l'école publique, que ce n'était pas pour lui. En fait, il se trouvait trop bien pour aller dans le public. Ce n'était pas digne de lui. Une chose est sûre, Daniel est confronté à de nombreux changements chez lui comme à l'extérieur. Il n'est plus enfant unique. Il doit trouver sa place de grand frère et composer avec cette nouvelle dynamique familiale. L'arrivée d'un petit frère et d'un nouveau partenaire dans la vie de sa mère a-t-elle pu donner à Daniel le sentiment d'être mal aimé ou même rejeté? Quel effet cela a pu avoir sur Daniel? Je pense qu'avant le divorce, Daniel devait avoir l'impression de contrôler ce qui lui arrivait dans sa vie. Il avait ses repères, son école, sa maison, il avait ce qu'il voulait. Tout se passait parfaitement bien. Après le divorce, tous les changements qui se sont produits dans sa vie sont arrivés sans qu'il les ait voulus. Ils lui ont été imposés. Et comme il était très égocentrique, je pense qu'il a mal supporté de ne plus avoir le pouvoir dans cette cellule familiale recomposée. Ce n'était plus lui qui décidait. On sait que le cerveau est une matière incroyablement plastique. Il est en perpétuelle évolution. Apprenez le piano et votre cerveau changera complètement. Toutes vos expériences ont une influence sur votre cerveau. L'adolescence est une période où le cerveau subit énormément de modifications. Mais soulignons quand même que des milliers d'enfants voient leurs parents divorcer sans pour autant devenir des meurtriers. Les changements qui s'opèrent dans le cerveau ne sont pas de nature à pousser une personne à tuer. Seul et frustré, Daniel se réfugie de plus en plus dans son monde, à l'écart des autres. Son mal-être, tant à l'école qu'à la maison, a eu pour conséquence de le conduire à s'isoler. Tous les enfants explorent des choses qui leur sont interdites, les films pour adultes ou bien les films d'horreur. Mais ceux qui ont une vie sociale restent dans la norme en comparant leur point de vue avec les autres à l'école, par exemple. Tandis que ceux qui sont solitaires et n'ont pas d'amis vont basculer dans un monde imaginaire. Il était exposé à des contenus auxquels un garçon de 14 ans ne devrait pas avoir accès. Mais c'est pourtant ce qui se passait secrètement dans la chambre de Daniel Bartlam. Dans le cas de Daniel, le manque d'attention de la part de ses parents a fait monter chez lui une colère. Et elle s'est malheureusement dirigée contre le parent avec lequel il vivait principalement, c'est-à-dire sa mère. Et passé un certain stade, influencé par les médias, il a commencé à chercher un moyen de lui faire du mal. Puis, un jour, il a décidé de passer à l'acte.
Il a fini par se dire qu'il n'allait pas se contenter de faire du mal à sa mère, mais qu'il allait la tuer. À 14 ans, Daniel Bartlam n'a pas de vie sociale. Il passe des heures seul à visionner sur son ordinateur des films d'horreur extrêmement violents. Qu'est-ce qui a pu se passer dans l'esprit de cet adolescent solitaire et mal dans sa peau pour le rendre capable de tuer sa propre mère? Je me souviens d'un incident. Je ne sais plus ce qui l'a déclenché, mais Daniel a commencé à hurler sur Jackie. Il s'est approché d'elle, il a collé son nez au sien. C'est la première fois que je suis intervenu. Je me suis mis entre eux pour le forcer à reculer. Et je lui ai dit, « Tu as intérêt à t'écarter vite fait. » Je ne l'ai pas menacé, mais j'étais en colère à cause de son comportement. Il a couru en haut et pendant ce qui m'a semblé être 2 ou 3 minutes, on l'a entendu donner des coups de pied dans la rambarde, contre le mur, jurer, crier. Les gros mots volaient. Ensuite, la porte de sa chambre a claqué et ça s'est arrêté là. Comment était Jackie? Secouée. Elle en tremblait littéralement. Elle a eu peur? Je crois, oui. Si je n'avais pas été là ce jour-là, qui sait ce qu'il se serait passé? Est-ce qu'il participait aux tâches ménagères? Avait-il des responsabilités? Non, il ne pensait qu'à lui. Beaucoup de gens, en regardant les faits, rien que les faits, vous diront qu'on est clairement en présence d'un psychopathe. Mais les comportements d'un psychopathe et d'un adolescent se ressemblent sur certains points. L'incapacité à endosser la responsabilité de ses actes, l'absence de remords, l'absence d'empathie. C'est donc difficile de distinguer ce qui relève du trouble de la personnalité et ce qui relève simplement de l'adolescence. Combien de parents laissent leurs enfants utiliser l'ordinateur seuls dans leur chambre, sans le moindre contrôle, plutôt que dans le salon où ils peuvent les voir? Ils ne se rendent pas compte de l'influence que peut avoir cette activité sans surveillance sur la construction d'un enfant. Je pense que c'est aussi parce que ça arrange bien les parents sur le moment. Ils rentrent du travail, ils sont crevés, il faut préparer le dîner. On envoie l'enfant dans sa chambre. Il peut jouer aux jeux vidéo ou faire autre chose en attendant. Le problème, c'est que si ça dure trop longtemps, et si les contenus regardés par l'enfant sont trop violents, cela mène tout droit à la catastrophe. Il était beaucoup là-haut. Oui. Il mangeait dans sa chambre? Oui. Il jouait aux jeux vidéo? Oui. Il y passait ses soirées? Oui, il descendait rarement. Je vois. Surtout dans les derniers temps. Il était un peu plus grand. Personne ne savait ce qu'il faisait dans sa chambre. Tout le monde présumait qu'il bricolait des ordinateurs. À 12 ans, il démontait déjà des portables. Il réparait les ordis des copains. Il en achetait d'occasion et les retapait pour faire des vidéos qu'il postait ensuite sur Internet. Il regardait des DVD. Il aimait quoi comme film? Les films d'horreur. Des trucs trop violents pour son âge. Après le meurtre, l'ordinateur de Daniel a été saisi et son historique de recherche analysé. Ce qu'il a révélé est choquant. Quand elle a commencé à s'intéresser de plus près à Daniel et à ce qu'il faisait, la police a découvert qu'il avait une attirance très malsaine pour des choses peu habituelles, comme les meurtres. Il écrivait des histoires invraisemblables et dérangeantes, sorties de son imagination. Il nous montrait certaines histoires. Ça parlait d'enfants qui s'entretuaient sur le chemin de l'école. Il dessinait des gens qui se poignardaient et saignaient. Sur le coup, on se dit que ce sont des trucs de gosses. Mais rétrospectivement, on comprend que ce n'était pas normal. Ça ne vous a pas alerté? C'était 1 an et demi avant les faits. Quand on y pense en même temps, un enfant qui regarde des films d'horreur et s'en inspire dans ses scénarios, ce n'est pas anormal. Ce n'est pas pour autant qu'il va devenir un meurtrier. C'est l'une des particularités de cette affaire. Daniel est passé du statut de consommateur de contenu violent à celui de créateur. Il s'est lui-même mis à en produire. Quand quelqu'un agit comme ça, cela rend le passage à l'acte d'autant plus probable. C'est un nouveau cap qui est franchi. Plusieurs étapes séparent la pensée de l'acte. Daniel prenait ce chemin.
Le plus incroyable dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas que les films d'horreur et les jeux vidéo violents qui aient inspiré Daniel pour son meurtre. Certains éléments de son plan proviennent d'un banal feuilleton. Il avait déjà décrété qu'il haïssait sa mère et qu'il voulait qu'elle meure. Il s'était convaincu qu'elle était fautive. Il la tenait pour la principale responsable de tous ses malheurs, à l'école, à la maison. C'était elle qui avait demandé le divorce. Par conséquent, maintenant qu'il avait acté sa décision de la tuer, il ne lui restait plus qu'à chercher le modus operandi, le moyen et la manière dont il allait commettre son crime. C'est probablement là qu'est intervenu le feuilleton Coronation Street. Daniel Bartlam était obnubilé par un personnage de tueur dans Coronation Street. Il se repassait en boucle sur son ordinateur le moment où John Stapes massacre quelqu'un à coups de marteau. Il était totalement obsédé par ce personnage. Jackie subit le comportement toujours plus inquiétant de son fils, un adolescent perturbé, en colère et confronté à une douleur émotionnelle. Elle a trouvé une maison plus petite et abordable à Arnold, une banlieue de Nottingham. Simon l'aide à déménager les affaires de Daniel. Il avait des bacs de rangement en plastique dans sa chambre. En les soulevant, je me suis aperçu qu'ils étaient remplis d'urine. Et elle devait être là depuis un moment. J'ai aussi trouvé des excréments un peu partout dans sa chambre, dans des serviettes. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il avait dû faire, s'essuyer avec une serviette et cacher le tout sous son lit. Ça se voyait pas forcément, à moins de faire le ménage. Quelle a été votre première réaction en voyant ça? J'ai été horrifié. Là, j'ai vraiment commencé à me dire que quelque chose ne tournait pas rond. Simon fait une autre découverte dérangeante. J'ai trouvé une housse d'ordinateur remplie de sous-vêtements de Jackie. Je l'ai signalé à Jackie. Encore une fois, j'étais consterné. Mais elle s'est contentée de répondre qu'elle les avait cherchés partout. Elle n'a pas parlé de punition. Elle lui en a simplement fait la remarque. Et ça s'est arrêté là. Jackie ne voulait pas faire d'histoire. Elle voulait une petite vie tranquille. Elle a réalisé trop tard que ce n'était pas des gamineries, que c'était plus sérieux que ça. Pas faire d'histoire, c'est-à-dire, c'est quoi une vie tranquille? Daniel lui causait déjà assez de soucis. C'était sans arrêt des disputes. C'était épuisant pour tout le monde, mais surtout pour sa mère. Parce qu'il était infernal avec elle. Ça n'allait jamais comme il voulait. Même quand il se retirait dans sa chambre, il avait des comportements vraiment bizarres. Que pensez-vous du fait qu'il volait les sous-vêtements de sa mère et les cachait dans un sac? Comment faut-il l'interpréter selon vous? C'est un élément que beaucoup de gens ont analysé et décortiqué en détail pour essayer de donner à ce crime une connotation sexuelle. Ce n'est pas du tout mon avis. Je pense qu'il cherchait à susciter une réaction, à inquiéter par son comportement perturbant. Les personnes comme Daniel considèrent le monde autour d'eux comme un terrain d'expérimentation. Ils testent constamment les autres pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Ils sont dans la provocation. Ils déduisent si une conduite est appropriée ou non en fonction des émotions qu'ils ont suscitées et observées chez les autres. Le comportement de Daniel inquiète aussi ses professeurs. Il l'envoie voir le psychologue scolaire après l'avoir entendu dire que sa cravate essayait de le tuer. Ils s'inquiétaient qu'il puisse avoir ce qu'on appelle des épisodes psychotiques, quand une personne entend des voix ou a des pensées bizarres. Parce qu'ils disaient que sa cravate essayait de le tuer. Il lui avait même donné un nom, Fred. Pour eux, on se dirigeait plus vers des tendances psychotiques, une pensée et des épisodes psychotiques, que vers de l'anxiété ou une dépression à proprement parler. Avait-il un trouble mental? Il avait subi des évaluations psychiatriques qui écartaient cette hypothèse, si j'ai bien compris. Mais je vois mal une personne saine d'esprit faire ce qu'il a fait. C'est un cas compliqué. J'ai beaucoup de mal à comprendre son mobile. Même en admettant qu'il soit psychopathe, ce crime ne lui confère ni gloire, ni statut, ni bien matériel. Je ne saisis pas ses motivations. Je m'inquiète des voix qu'il dit entendre,
de certains comportements très bizarres, comme de déféquer dans sa chambre. C'est quelque chose qu'il faudrait creuser, à mon avis. C'est un cas troublant. Il ne semble pas éprouver de remords. Mais il y a tout un tas d'autres choses qui, pour moi, ne collent pas exactement avec le profil classique d'un individu psychopathe. Aucun de mes interlocuteurs n'est sûr à 100% que Daniel souffrait d'une maladie mentale. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que ce garçon éprouvait une grande colère. Le degré de planification qu'il a montré, ce scénario retrouvé dans son ordinateur, le feu pour effacer les preuves, ainsi que la manière dont il s'est accroché à sa version initiale pendant des semaines, tout cela indique une détermination, une force plus caractéristique d'un criminel endurci que d'un garçon de 14 ans dont c'est le premier crime grave. Ses appels à l'aide restent lettre morte. Daniel a fini par passer à l'acte. En avril 2011, les relations entre Daniel Bartlam et sa mère Jackie n'ont jamais été aussi mauvaises. À l'école comme à la maison, l'adolescent de 14 ans devient ingérable. Il se montre de plus en plus rebelle et perturbé. Il visionne des films violents en boucle et dirige l'essentiel de sa colère sur sa mère. On ne sait pas pourquoi. Était-ce sa façon de se venger d'elle parce qu'elle avait gâché sa vie? Lui reprochait-il le divorce? On ne sait pas pourquoi il l'a considérée comme la responsable de son malheur. On sait en revanche qu'il a prémédité et planifié le meurtre de sa mère. Et c'est dans les médias qu'il a trouvé son plan. Le mardi 26 avril 2011, il fait encore nuit quand les voisins des Bartlam sont réveillés par l'incendie d'une maison. J'ai été bipé vers 7h30 du matin, je crois. Le central m'a demandé de rejoindre le poste de police le plus proche pour 9h, pour un briefing. Et ensuite, je devais aller sur les lieux avec une équipe d'enquête sur les incendies. On a dû arriver vers 11h. La police avait installé un périmètre de sécurité assez large, mais évidemment, ça intéressait la presse. On a dû se frayer un chemin parmi les caméras de télévision et la foule de journalistes. On a reçu une information au sujet d'un incendie dans une maison située sur Georgia Drive, à Arnold. Le journal a donc envoyé des gens sur place. Des voisins étaient sortis de chez eux pour voir ce qui se passait. Et c'est en parlant avec eux qu'on a appris qu'un petit garçon et son frère qui vivaient là étaient sortis de la maison en feu avec le chien, mais qu'une femme était morte à l'intérieur. De l'extérieur, à voir la fenêtre noircie par la fumée, on comprenait vite qu'un drame terrible s'était produit. L'atmosphère en elle-même était très calme, c'en était même assez irréel. Le silence qui régnait était inhabituel. On a beau être des professionnels et avoir une mission à remplir, on a du mal à s'empêcher de penser que des gens vivaient dans cette maison et y étaient encore quand le feu s'est déclenché. Après avoir déterminé l'origine du feu, on essaie de se rapprocher au maximum de l'endroit précis d'où il est parti pour recueillir des indices. Dans le cas présent, on est parvenu assez vite à la conclusion que le feu avait démarré à l'endroit où se trouvait le cadavre, qui gisait au sol. Le corps de Jackie, grièvement brûlé, est extrait des décombres et transféré à la morgue pour être autopsié. Son compagnon Simon rentre en catastrophe du Yorkshire où il était en déplacement professionnel. Un peu plus tard dans la journée, c'était la fin d'après-midi. On m'a annoncé qu'on avait retrouvé un corps dans l'incendie. À partir de ce moment-là, dans mon esprit, j'ai su que Daniel avait quelque chose à voir avec ça, sans me douter un instant de ce qu'il avait fait. Qu'avez-vous ressenti ? Vous êtes comme transporté dans un univers parallèle. Vous n'arrivez pas à croire ce qui vous arrive. Tout ce que je savais, c'était que Jackie était morte et qu'il y avait eu un incendie. Mais évidemment, je ne savais rien du reste. La version initiale de Daniel était qu'il s'était levé pour aller aux toilettes. Il s'était retrouvé face à un homme masqué qui lui avait lancé un marteau dessus avant de s'enfuir. C'est après qu'il a vu que sa mère avait été agressée dans sa chambre et que celle-ci était en feu. Il a paniqué, a pris son petit frère et son chien et il est sorti avec eux.
mais leur mère est restée dans la maison en flammes. Un tissu de mensonges. Qu'avez-vous pensé? Je savais qu'il mentait et que ça ne s'était pas passé comme ça. Il n'y avait jamais eu d'intrus. Je savais que c'était Daniel le coupable. Quand j'y réfléchissais, tout s'éclairait. Je repensais à tout ce qu'il avait fait et je comprenais mieux. Ça devenait beaucoup plus clair. Je crois qu'assez vite, dès les premières heures de l'enquête même, en l'occurrence, les policiers en charge de cette affaire ont compris que quelque chose clochait. Ils doutaient déjà de sa version des faits. A-t-il jamais aimé sa mère? J'ai du mal à identifier une période où il aurait pu être proche de sa mère. Probablement dans les toutes premières années de sa vie. Mais il ne s'intéresse qu'à lui. Ça a été comme ça dès qu'il a été en âge de prendre des décisions par lui-même et d'influencer celles des autres. Pourquoi sauver son frère? Selon moi, c'est pour créer cette histoire d'intrus qui serait entré chez eux et s'en serait pris à sa mère. Ce scénario le faisait passer pour un héros. Sauver son frère et son chien le faisait apparaître sous un jour positif. Regardez, je suis un héros. Il était gagnant sur toute la ligne, car il faisait d'une pierre deux coups. Non seulement il éliminait sa mère, mais en plus, tout le monde allait penser qu'il était formidable et avait agi avec héroïsme. 2 jours seulement après le tragique incendie de Georgia Drive, la police arrête Daniel. Elle le soupçonne d'avoir assassiné sa propre mère. Je ne connaissais pas le détail des faits, comment il l'avait tué. Mais malheureusement, et c'est triste à dire, je n'ai pas été surpris que Daniel soit impliqué dans sa mort. Ça ne m'a pas surpris. Je m'attendais à ce qu'il l'arrête. Je n'aurais jamais imaginé ce que j'ai appris par la suite. Mais ça ne m'a pas surpris qu'il l'ait tué. La recherche d'indices dans la maison permet de retrouver non pas un marteau, mais 2. L'un des deux était un marteau arrache-clous dont l'autopsie a révélé qu'il était l'arme du crime. Et l'autre était une sorte de masse. Elle avait été placée là par Daniel, comme un leurre, si vous voulez, pour faire croire qu'elle avait été tuée avec. C'est typique de beaucoup de meurtriers qui préméditent leurs crimes. Il s'est concentré sur le meurtre en lui-même en négligeant le nettoyage derrière. Il y a pensé un minimum, mais je crois qu'il était tellement arrogant et sûr de lui à cette époque qu'il se disait que pour les détails, il verrait plus tard. Il improviserait. Et c'est sûrement ce qui a dû se passer. Est-ce qu'il se croyait trop intelligent pour se faire prendre? Il devait penser que ça ne viendrait à l'idée de personne qu'il ait pu tuer sa propre mère. Mais une preuve particulièrement accablante retrouvée dans la chambre de Daniel va bientôt convaincre tout le monde du contraire. Daniel Bartlam avait écrit un scénario dont il était le personnage principal. Et dans son histoire, il tuait sa mère. Il mettait le feu au corps et faisait croire qu'elle avait été tuée par un intrus. La police l'a récupéré sur son ordinateur. Il l'avait effacé en pensant que personne n'en saurait jamais rien et que personne ne se douterait qu'il avait pensé à tuer sa mère. Ce qui était au départ une œuvre de fiction est devenu réalité. Il écrivait des histoires dans lesquelles il était un acteur vedette de la télé depuis 50 ans. Le célèbre Daniel Bartlam, star du plus long feuilleton de l'histoire de la télévision. Je crois qu'il rêvait de célébrité et de reconnaissance, mais je ne vois pas comment quelqu'un aurait pu prédire qu'il allait faire une chose pareille. C'est le plus dur à accepter, le fait qu'il ait tout planifié. Daniel nie pendant plusieurs semaines. Puis, confronté à de nouvelles preuves, l'adolescent avoue avoir tué sa mère et livre à la police une nouvelle version des événements.
Daniel s'était disputé avec sa mère dans la journée. Et pendant la nuit, vers 1 heure du matin, il a fait irruption dans sa chambre alors qu'elle était dans son lit. Une violente dispute a éclaté au sujet d'une paire de baskets neuves qu'il ne trouvait plus. Après ça, il a saisi un marteau et l'a frappée à la tête plusieurs fois. Il s'est acharné sur elle, il lui a fracturé le crâne et le visage. Il a ensuite mis le feu à la pièce, est allé chercher son petit frère et le chien, et les a emmenés dehors. Je fais ce métier depuis 2004. J'ai enquêté sur de nombreux incendies volontaires ayant fait des victimes, entre 50 et 100, donc des meurtres en réalité. C'est la seule fois où le responsable était un adolescent. J'ai été étonné qu'un garçon de cet âge soit capable de commettre un tel crime. Il y avait pourtant eu beaucoup de signaux inquiétants. Beaucoup. Pardonnez-moi de vous poser la question, mais vous pensez qu'on aurait pu l'empêcher? Oui. J'en suis sûr. Daniel avait tout prémédité du début à la fin. Il n'a pas agi sous l'impulsion du moment ou dans un accès de rage. Ce meurtre, il l'a planifié. Mais pourquoi un garçon de 14 ans voudrait-il commettre un meurtre aussi bien planifié? Les personnes qui ont des traits psychopathiques n'ont pas de frein. Vous ou moi, quand nous voyons que nous faisons de la peine à quelqu'un, nous arrêtons. Elles, non. Mais ce n'est pas en soi un motif pour faire du mal à quelqu'un. Les psychopathes ne savent simplement pas s'arrêter. Dans le cas présent, la raison pour laquelle il a tué sa mère est un mystère total pour moi. Je n'en vois pas. Un enfant peut-il être psychopathe? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, parce qu'un enfant n'a pas terminé son développement. Il peut changer du tout au tout. Mais il est clair que les adultes présentant de nombreux traits de caractère propres aux psychopathes les avaient déjà à un jeune âge. Il existe des enfants qui sont effectivement cruels, insensibles et dénués de remords, comme les adultes psychopathes. Daniel avait-il les capacités intellectuelles pour saisir la différence entre la réalité et la fiction? On m'a souvent dit, en parlant de cette affaire, que ce garçon était sans doute trop jeune pour comprendre la différence entre le bien et le mal. Il la faisait très bien. Il a été prouvé qu'il ne souffrait d'aucune pathologie mentale. Il a fait ce qu'il a fait en toute connaissance de cause. L'adolescent de 14 ans attend désormais d'être jugé pour meurtre. Daniel décide de plaider non coupable. Cette affaire était sans précédent, une première dans son genre. C'était la première fois dans ma vie de journaliste que je voyais un enfant de cet âge être jugé pour un crime aussi violent. Le meurtre sauvage de sa propre mère, la femme qu'il avait mise au monde. Qu'il ait été capable de faire ça, c'était tragique. L'enjeu pour l'accusation est de prouver que Daniel avait l'intention de tuer Jackie. Faute de quoi, Daniel risque de s'en tirer à bon compte. Le 4 octobre 2011, Daniel Bartlam plaide non coupable du meurtre de sa mère, Jackie. Bien que la victime ait été tuée de multiples coups de marteau, l'adolescent clame que c'est sa mère qui l'a provoqué. Son procès s'ouvre le 23 janvier 2012. J'ai couvert des centaines de procès à la cour pénale de Nottingham. Je n'avais encore jamais vu sur le banc des accusés un garçon aussi jeune être poursuivi pour un crime aussi horrible. C'était un meurtre insensé. Et je dois dire que même si mon métier exige de moi que je garde une certaine distance, c'est difficile d'écrire sur un procès pareil sans que ça me touche. L'ambiance était assez tendue du début à la fin, parce que vous avez un gamin de 14 ans en face de vous sur le banc des accusés, qui est jugé pour un meurtre, et pas un gamin qui a grandi dans la rue, un gros caïd. C'était un ado ordinaire que vous ne remarqueriez pas si vous le croisiez dans la rue. Vraiment ordinaire. En dehors de son côté un peu plus geek que la normale, j'imagine.
Ce qui a choqué, je pense, toutes les parties concernées, c'est de voir ce jeune garçon assis docilement sur le banc des accusés, adopter une attitude arrogante face aux preuves présentées par le procureur lors de son contre-interrogatoire. Il a été malin. Il a tout essayé pour se défendre. Mais au premier abord, on avait l'impression d'avoir en face un jeune garçon inoffensif, complètement dépassé par les événements. Pourquoi camper sur ses positions au procès? Pourquoi ne pas avoir simplement reconnu les faits? Encore une fois, je pense que c'était à cause de son arrogance. Il n'envisageait même pas de pouvoir être condamné, alors il s'accrochait à son histoire. C'est comme un enfant qui a la bouche couverte de chocolat et qui répond non quand vous lui demandez s'il en a mangé. Jusqu'à ce que vous lui montriez les preuves, il va s'entêter dans son mensonge. C'est ce qui a dû se passer ici. Il vous a regardé? Il m'a fait ce geste vers la fin du procès. Je ne l'ai pas ressenti comme de l'intimidation. C'était dans la droite ligne de son comportement passé, du Daniel tout craché. C'était plutôt de la défiance. Il pensait pouvoir continuer à n'en faire qu'à sa guise. Il regardait souvent par terre, il se cachait la tête dans ses mains. Mais ce n'était pas des remords. De temps en temps, il ouvrait les doigts pour jeter un œil, comme on fait quand on est petit, quand on se cache le visage derrière ses mains, mais qu'on vérifie quand même, à travers ses doigts, ce que font les autres. Pour moi, il faisait son cinéma. Aucun remords, aucune larme. On sentait qu'il n'avait pas envie d'être là, mais c'est tout. Après 2 semaines de procès, le jury rend son verdict. Daniel est reconnu coupable de meurtre. Quand le jury est revenu et a rendu son verdict, Daniel Bartlam a baissé la tête. Il avait l'air au bord des larmes. Il a mis sa tête dans ses mains et c'est à ce moment-là, je pense, qu'il a pris conscience que sa vie était pour ainsi dire fichue. Le 2 avril 2012, Daniel est condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 16 ans. L'enfant du diable pourrait être sorti avant ses 30 ans, avec encore la vie devant lui. Pouvez-vous expliquer ce qu'il se passe pour un adolescent comme lui à partir du moment où un jury l'a déclaré coupable? Quelle est la procédure? Très souvent, ces enfants partent directement dans un établissement fermé pour mineurs, qui relève de l'administration pénitentiaire. Ils passent la majeure partie de leur temps en cellule. Leur scolarisation est très limitée. Et l'accès à une aide psychologique ou psychiatrique et à un traitement est quasiment impossible. Quand j'y pense, j'imagine qu'il est dans une prison pour adultes aujourd'hui. Je ne sais pas comment il va faire pour survivre. Vous êtes inquiet pour lui? Non. Si on m'annonçait demain qu'il lui est arrivé quelque chose en prison, je ne m'inquiéterais pas de savoir s'il va bien. Son bien-être m'importe peu. Il reste tellement de questions auxquelles il n'a pas répondu. Il y a plein d'éléments que je ne connais pas. Et si je me demande où il est et comment il va, c'est seulement par curiosité, rien de plus. Comment quelqu'un comme Daniel va gérer cette transition, la prison pour adultes? C'est compliqué. Très mal, j'imagine. Il risque d'être harcelé, pris pour cible et de se renfermer sur lui-même. Il devra faire preuve de combativité, sinon il n'y survivra pas. Daniel pourra demander une libération conditionnelle à partir de 2028. Mais elle ne lui sera pas accordée si l'on estime qu'il représente encore un danger pour la société. Malcolm, ma question c'est, un adolescent comme Daniel peut-il se réinsérer dans la société? Et si oui, comment? Je peux vous affirmer sans aucune hésitation que oui. Il y a de nombreux exemples. C'est le cas de tas d'enfants auteurs de faits graves, pas nécessairement des matricides, mais des crimes très violents. Étaient-ils dangereux? Oui. Se sont-ils réinsérés? Oui. Et par là, j'entends que leur libération est un succès. Ils ont trouvé un travail, fondé une famille,
et n'ont plus jamais commis de crime. Donc oui, les exemples ne manquent pas. Sur le principe, en tout cas, la réponse est oui. Dans son cas particulier, ce n'est pas exclu. Mais pour y parvenir, cela nécessiterait d'entreprendre un travail avec lui, de l'instruire, de répondre aux besoins spécifiques qu'il pourrait avoir, et régler les facteurs qui ont contribué à son passage à l'acte. Je ne vois pas comment quelqu'un qui a été capable de planifier un tel crime, dans les moindres détails et à un âge aussi jeune, pourrait être autorisé un jour à sortir. Ce n'est pas que je veuille le voir pourrir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Mais personnellement, je pense que quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait ne peut pas se réinsérer. Selon vous, chez Daniel Bartlam, qu'est-ce qui a le plus joué? L'inné ou l'acquis? D'après ce qu'on sait, il a grandi dans une famille aimante. Bien sûr, ses parents ont divorcé, mais c'est courant de nos jours. Donc on ne voit pas en quoi son éducation aurait pu faire de lui un meurtrier. Pour moi, le problème est plus de l'ordre du psychotique, et donc probablement plutôt d'origine génétique. Mais évidemment, c'est difficile à dire quand on ne connaît pas l'individu. Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que Daniel est venu au monde avec des traits de caractère bien particuliers et certains problèmes. Et il a évolué dans un environnement qui ne les a pas combattus. On les a ignorés. On ne les a pas pris en compte et malheureusement, les conditions étaient réunies pour qu'une tragédie se produise. Tous les jours, vous y pensez, et comme vous n'avez pas tous les détails, malheureusement, vous imaginez comment ça a pu se passer. C'était avant de connaître la vérité? Même maintenant, parce que finalement, personne ne connaît toute la vérité. La seule personne encore en vie à avoir toutes les réponses sur ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là, c'est lui. Il ne le dira jamais. Il n'a jamais dit à personne ce qu'il s'était vraiment passé. Sur certaines choses, on n'a que des suppositions. Vous aimez Daniel? Non. Je ne le hais pas non plus. Ni haine, ni amour. Que vous inspire-t-il? Rien. Il n'existe plus pour moi. Il ne m'inspire plus aucun sentiment. Je ne sais pas si j'en ai eu un jour. Honnêtement, je ne crois pas l'avoir jamais aimé. Je ne le détestais pas non plus. La différence est mince. Je l'ai rayé de ma vie. Il n'existe plus pour moi. À votre avis, que dirait sa mère si elle était là aujourd'hui? Vous pensez qu'elle lui pardonnerait? Je ne peux pas répondre pour Jackie. Je ne peux pas parler à sa place. Je crois au pardon. Mais certaines choses sont pardonnables et d'autres pas. Daniel Bartlam n'avait que 14 ans quand il a assassiné sa mère de sang-froid. Malgré son immaturité, il ne fait aucun doute qu'il s'agissait de sa part d'une décision calculée. Quant à ses motivations, la seule personne qui les connaît, c'est Daniel.